Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver sur la télévision de la famille pour cette nouvelle session d'information. Comme titre dans cette édition, dédicace du tout premier album de la jeune artiste Donatella intitulé Jésus m'a aimé. C'était là le sommaire de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. L'artiste Donatella a fait la dédicace de son premier album intitulé Jésus m'a aimé le 20 septembre 2020 à Ouagadougou. Âgée de 14 ans, la jeune chanteuse monte sur la scène musicale avec 6 titres qui traitent de diverses thématiques. Le reportage est de Antoinette Bénon et Gédéon Tapsoba. C'est avec ce titre phare Jésus m'a aimé que Donatella, artiste chante, vient de faire ses premiers pas sur la scène musicale. Née d'une famille ayant pour l'un des héritages la musique, puis trois pas Donatella Gloria n'a pas manqué de s'approprier cette richesse qui est un don de Dieu. Ainsi, dans le but d'obéir à son Dieu créateur, Donatella a bien voulu mettre son talent à son service avec un départ fort remarquable de 6 titres qui pour elle est une grande joie. La dédicace a été faite le 20 septembre 2020 à l'église centrale de la mission apostolique de Ouagadougou. Je suis dans la joie et je dis merci beaucoup à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je profite de votre micro pour remercier mes parents, bébé Déa et mon arrangeur et surtout tous ceux qui m'ont aidé, que ce soit de proche ou de loin. Le titre de mon album, il y a Jésus m'a aimé, Jésus m'a toré. Et puis Noël, vive les mariés. L'inspiration, c'est venu de la parole de Dieu. Avoir un tel talent et manquer de soutien est inadmissible selon la marraine de Donatella. Alors pour elle, l'adolescente chantre doit être bel et bien encouragée. Il n'y a rien de tel que d'investir dans le royaume de Dieu, servir l'Éternel à travers les dons qu'il nous donne. Il n'y a rien de plus grandiose. Et je tiens à féliciter ma filleule Donatella pour cet appel et pour cette obéissance de servir le Seigneur. Et surtout en tant que jeune, en tant qu'adolescente, dans ce monde où nous sommes, décider de servir le Seigneur à travers les chants aux yeux de tout le monde, c'est une grâce et c'est quelque chose à encourager. Quant à la mère de la nouvelle artiste, chante Ouelo Pitropa, cette voix musicale qu'a empruntée sa fille n'est pas du tout facile, mais elle reste optimiste que le Dieu Tout-Puissant qui l'a dotée de ce don saura l'accompagner jusqu'au bout. D'abord, je veux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait à travers la vie de ma fille, parce que être chantre, c'est pas une chose aisée, c'est pas facile. Mais je crois fermement que cette bonne œuvre que Dieu a commencée en elle, il va l'achever. Et je l'encourage à rester toujours, à aimer Dieu premièrement, à rester toujours, en tout cas humble et obéissante comme elle a toujours été. Et continuer ses études avec l'aide de Dieu, je me dis que tout ira bien. Elle va être en tout cas une chantre de haut niveau pour le Seigneur. Âgée de 14 ans et en classe de 3e, Donatella souhaite que sa musique soit une source de bénédiction pour tous ceux qui vont l'écouter et à travers cela que des âmes soient sauvées.
Et pour marquer ses 25 années d'existence, la chorale évangélique Gospel Ebenezer marque une halte pour célébrer le Seigneur par un concert d'action de grâce le 25 septembre prochain au Sénasa. Elle a annoncé au cours d'une conférence de presse à Ouagadougou. Cette conférence était aussi l'occasion pour elle de faire le bilan de ses activités et de donner une ébauche de ses perspectives à long terme. Antoinette Bénon et Gédéon Tapsoba. Cette démonstration est un avant-goût du concert qu'organise la chorale évangélique Gospel Ebenezer le 25 septembre prochain. Elle veut marquer un arrêt pour rendre grâce à Dieu pour ses 25 ans d'existence. À cet effet, elle a organisé une conférence de presse le 17 septembre pour faire le bilan de ses activités, lequel bilan est satisfaisant, affirme la présidente de la chorale. La principale mission de la structure, c'est d'amener des âmes à Christ, et cette mission menée pendant 25 ans est loin d'être terminée car elle a des visions à long terme. Notre vision, c'est que les gens brisent les barrières dénominationnelles. Quand nous partons à des endroits pour chanter, que chacun ne reste pas dans son coin. Ah, je suis de l'église de mission apostolique, je suis du CIE, je suis des AD, je suis des... Non. Christ a sauvé tout le monde par son sang. Nous croyons au sang de Jésus, nous croyons à Jésus, nous croyons au Saint-Esprit, nous croyons à Dieu le Père. Donc, nous sommes un. Donc, nous n'avons pas de raison pour nous diviser. Et notre vision, c'est que cette unité demeure jusqu'à l'avènement de Christ. Parce que dans notre chorale ici, nous avons des jeunes, nous avons des adolescents, et nous avons des personnes âgées. Et je peux dire que la chorale va de 13 ans à 68 ans. Donc, nous voulons que cela reste, même après nous. C'est pourquoi nous formons les enfants, les ados, pour que la chorale ne s'éteigne pas. Et nous avons un chant qui nous dit que nous aimons bien le chanter. Nous n'avons pas le temps de nous éteindre. Et pourquoi pas le chant? Je sais que dans l'église, on fait plusieurs choses. Ben, on évangélise, on prie, on chante. Mais la parole de Dieu nous dit qu'au ciel, toutes ces activités prendront fin, sauf la louange. Nous allons louer le Seigneur nuit et jour, à chaque moment, à chaque instant. La louange demeure. Donc nous voulons que cette louange reste au sein de notre nation jusqu'à ce que nous retrouvons au ciel ensemble. La chorale évangélique Gospel Ebenezer, qui est une chorale interdénominationnelle regroupant toutes les couches sociales et nationalités, mène d'autres activités à part les prestations. À part les répétitions, nous menons beaucoup d'activités. Par exemple, nous participons à l'évangélisation, c'est une activité. Et nous participons au camp biblique des jeunes, des étudiants, des élèves. Et nous participons aussi à l'appel des autres, à d'autres invitations et pour des autres institutions. Nous rendons visite aux malades à l'hôpital, nous allons, et nous rendons visite aussi aux détenus de la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. En plus de son impact positif sur la vie de l'Église, elle est aussi un maillon fort dans le développement du Burkina Faso, car par ses prières et ses actions, des personnes retrouvent la joie du cœur. Malgré les difficultés rencontrées, la chorale demeure toujours, et cela grâce à l'humilité de chacun. Née d'une école de musique en 1995, la chorale comptait 30 membres, mais aujourd'hui elle comptabilise environ 120 membres dévoués pour la cause de Dieu. Ainsi, ce concert d'action de grâce qui se tiendra le 25 septembre prochain au Sénasa et d'ailleurs gratuit sera l'occasion pour la chorale de démontrer son savoir-faire. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a lancé officiellement une opération de contrôle des fournitures scolaires. Objectif, veiller au respect de la réglementation en matière de prix et de qualité des articles scolaires. Reportage de Gédéon Tapsoba et Antoinette Bénon. Chaque année, à l'approche de la rentrée scolaire et académique,
Le ministre en charge du commerce organise une opération spéciale de contrôle des fournitures scolaires, une tradition qui a été respectée. Ainsi, il a procédé au lancement officiel de cette opération qui a pour objectif de veiller au respect de la réglementation en matière de prix et de qualité des articles scolaires. Ces opérations de contrôle dont nous effectuons le lancement officiel ce matin ont débuté en réalité depuis le 1er septembre 2020 et vont se poursuivre sur toute l'étendue du territoire national jusqu'au 30 novembre 2020. Il s'agira pour les agents de contrôle de vérifier le respect de la réglementation, notamment le respect des prix, des marges, de la procédure d'importation, le respect de la facturation, de la publicité des prix, à savoir les affichages, le marquage, l'étiquetage, ainsi que les dispositions relatives au commerce de distribution. Au regard des difficultés économiques liées aux effets néfastes de la maladie à coronavirus que connaît notre pays, le contrôle de cette année s'avère plus que jamais nécessaire pour une rentrée scolaire et académique apaisée. Alors, les agents de contrôle, avec l'œil des journalistes, ont fait le constat sur le terrain. À part la librairie Diakfa et celle de Jeunesse d'Afrique, les autres librairies visitées n'étaient pas en règle. On a commencé aujourd'hui par Diakfa, après la librairie de la Jeunesse, et ensuite les détaillants qui font face donc au collet de la salle. Pour le moment, en tout cas en ce qui concerne les deux grandes librairies, les prix sont publiés. Par contre, en ce qui concerne les détaillants, les prix ne sont pas publiés. Cela constitue déjà une infraction. Parce que la publicité des prix, l'affichage des prix, c'est un droit pour le consommateur et ça permet de vérifier si effectivement le prix qui a été fixé par l'importateur ou le grossiste est respecté. À écouter le ministre en charge du commerce, le sort réservé aux commerçants qui ne respectent pas les normes est une amende allant de 500 à 500 millions. Mais il affirme que son souhait, c'est que tous respectent la réglementation. Par ailleurs, un numéro vert est disponible pour les consommateurs qui viendraient à constater des pratiques illicites en matière de commerce des fournitures scolaires ou tout autre produit de grande consommation. C'est le 80 0011 84. Et dans l'actualité internationale, l'ONU célèbre ce lundi son 75e anniversaire, une occasion de faire un retour sur les succès et les échecs de l'organisation. C'était il y a 75 ans la création de l'ONU, un anniversaire célébré ce lundi à l'aube de l'Assemblée générale de l'organisation. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants des pays se mettaient d'accord pour tenter de pérenniser la paix et la sécurité. Cet objectif figurait en tête de la Charte des Nations Unies. On plaidait pour des relations amicales entre les nations. On parlait de coopération pour résoudre les conflits. On souhaitait agir ensemble pour des objectifs communs. C'était l'idéal du multilatéralisme. Au fil des décennies, les instances de l'ONU se sont efforcées de défendre ces principes fondateurs. Opérations de maintien de la paix, déploiement de casques bleus, résolution du Conseil de sécurité, des initiatives qui ont permis de contenir certains conflits. Et puis, les responsables de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité se savent désormais menacés par la justice internationale. Le Serbe Slobodan Milosevic et le Libérien Charles Taylor ont dû répondre de leurs actes devant des tribunaux mis en place par l'ONU. L'Organisation des Nations Unies peut se targuer d'avoir sauvé des millions de vies, notamment via son programme alimentaire, le PAM, qui a distribué de l'aide humanitaire aux quatre coins du monde. Enfin, de nombreux sites naturels et des hauts lieux du patrimoine bénéficient désormais d'une protection qu'ils n'auraient pas eue sans l'intervention de l'UNESCO. Mais ces réussites ne cachent pas les échecs de l'ONU. L'Organisation des Nations Unies incapable d'enrayer le génocide au Rwanda, incapable d'empêcher le nettoyage ethnique en ex-Yougoslavie, des casques bleus impuissants. Pire, dans certains cas, des casques bleus qui se rendent coupables d'exactions dans le cadre de leur mission, comme en République démocratique du Congo en 2005. Et puis en Haïti, le développement d'une épidémie de choléra en 2010 suite au tremblement de terre. Longtemps, l'ONU a nié que cette maladie avait été importée par des casques bleus népalais. Au chapitre des ratés, on citera aussi le programme Pétrole contre nourriture en Irak. Une initiative entachée par des détournements de fonds et des soupçons de corruption.
Ajoutons aujourd'hui la menace terroriste, les dérèglements climatiques, les inégalités croissantes, une pandémie, des dirigeants qui décident sans concertation, qui font fi de toute coopération. Le multilatéralisme tel qu'il était souhaité il y a 75 ans a du plomb dans l'aile. Des montants astronomiques d'argent sale ont transité durant des années par les plus grandes institutions bancaires du monde, révèle une enquête internationale du Consortium international des journalistes d'investigation qui dénonce les carences de la régulation de ce secteur. Près de 2000 milliards de dollars d'argent sale blanchi. C'est bien l'ampleur du scandale révélé par un consortium international de journalistes d'investigation qui interpelle. Selon eux, quelques-unes des plus grandes banques mondiales ont entre 1999 et 2017 permis à des réseaux mafieux, à des dictateurs, d'injecter leurs revenus illégaux dans le réseau financier légal mondial. C'est le cas de la Deutsche Bank, de HSBC, de l'américaine JP Morgan ou encore de la banque française Société Générale. Sur ce graphique, l'ensemble des institutions bancaires signalées apparaissent suivant le nombre de milliards de dollars qu'elles auraient aidé à blanchir. Et c'est bien la très sérieuse Deutsche Bank qui, sur cette période, aurait été la plus active. L'institution bancaire a affirmé dans un communiqué qu'il s'agit de pratiques déjà connues de ses services et dit avoir consacré d'importantes ressources au renforcement des contrôles, une ligne de défense adoptée par la plupart des groupes mis en cause. Ce lundi, leur valeur boursière a dégringolé. Le titre de la Deutsche Bank, par exemple, a plongé de près de 8% à la bourse de Francfort. Le Honduras va ouvrir une ambassade à Jérusalem avant la fin de l'année 2020. C'est ce qu'a annoncé le président hondurien Juan Orlando Hernández et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le pays devrait être le troisième au monde à le faire après les États-Unis et le Guatemala. Annonce mutuelle d'ouverture d'ambassade entre le Honduras et Israël. D'ici la fin de l'année, chacun des deux pays ouvrira sa nouvelle mission diplomatique dans les capitales respectives. Une annonce faisant suite à une conversation ce dimanche entre le Premier ministre israélien et le président hondurien. Je viens de parler avec le Premier ministre Netanyahou pour renforcer notre alliance stratégique et accepter d'ouvrir les ambassades à Tegucigalpa et à Jérusalem. Nous espérons franchir cette étape historique avant la fin de l'année, tant que la pandémie le permettra. En août, Israël a ouvert un bureau de représentation dans la capitale hondurienne. Pays entouré du Guatemala, du Nicaragua et Salvador aux 9 millions d'habitants, le Honduras a la deuxième plus grande population palestinienne en Amérique latine après le Chili. Ils m'ont dit qu'il n'y avait aucune chance que le Honduras déménage son ambassade parce qu'il y avait une grande communauté palestinienne là-bas. Je n'ai pas abandonné. Nous avons commencé par des contacts discrets dans les coulisses avec des ministres, avec des parlementaires et la communauté. Si le président hondurien a félicité Benjamin Netanyahou pour les accords de normalisation signés par Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn la semaine dernière, le Premier ministre s'est quant à lui engagé à renforcer, je cite, la véritable amitié entre les deux pays à travers le tourisme, les investissements, la technologie, l'agriculture, l'éducation et le commerce. À l'heure actuelle, seuls les États-Unis et le Guatemala disposent d'ambassades à part entière à Jérusalem. Un certain nombre de pays mènent des missions commerciales, de défense ou culturelle dans la capitale telles que la Colombie, le Brésil, l'Australie et la Hongrie. D'autres pays se sont également engagés à déplacer leur ambassade à Jérusalem, notamment le Brésil, la Hongrie, la Moldavie, la Roumanie et plus récemment la Serbie et le Kosovo. En janvier 2020, le Honduras a officiellement déclaré le Hezbollah, organisation terroriste. Et c'est ce qui referme cette édition. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision de la famille.